On va être du côté de la Pologne, à la frontière polonaise avec l'Ukraine pour retrouver Charlie Nurel. Bonsoir Charlie Nurel, merci beaucoup d'être avec nous. Une question qui se posait ce soir, c'était de savoir si l'on craint également, là où vous vous trouvez, la menace qui est brandie régulièrement nucléaire. Alors c'est vrai qu'on on a un peu recherché cela avec Marine Truchot et nous avons vu notamment des pharmacies qui nous disaient on est en rupture de stock de flacons d'iode. Vous savez, les flacons d'iode, c'est ce on achète notamment alors pour le cancer de la thyroïde, mais surtout en cas de radioactivité pour la faire baisser, en tout cas pour que le corps humain puisse effacer les ondes radioactives. Et donc là, c'est vrai que les pharmaciens, on en a fait ici à Medica, à Przemyśle, qui est à une dizaine de kilomètres, et on a fait quasiment toutes les pharmacies finalement dans un rayon de 2 heures de route. Eh bien, personne n'a plus de ces flacons d'iode. Autre chose que nous disent ces pharmacies, c'est qu'elles n'ont plus les médicaments de premier secours, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de bandages, elles n'ont plus notamment tout ce qui est pour guérir des blessures de guerre. Et là, on n'est plus non plus sur la crainte d'une menace radioactive, mais beaucoup plus aussi sur la crainte d'un envahissement, que en fait finalement cette guerre arrive à la frontière de la Pologne. Donc vous le voyez, des habitants qui sont quand même qui vivent avec cette angoisse, avec cette anxiété, mais certains nous disaient on demande finalement aussi aux villes à savoir est-ce qu'il y a des abris pour s'abriter, est-ce qu'il y a des plans qui sont faits au cas où nous n'avons pas de réponse. Donc des habitants qui sont un peu laissés pour compte et qui doivent aussi faire face à cet afflux de réfugiés ukrainiens. Merci beaucoup Charlie Nurel et merci également à Marine Truchot qui est avec vous. Quelle est la réalité de cette menace? En tout cas, s'il s'agissait de terroriser la population, visiblement, ça commence à fonctionner. On va retrouver aussi Justine Sago pour faire un point sur les dernières images fortes de cette journée. Il y a notamment des images du côté de Mariupol qui sont terribles. Oui, tout à fait. Dernières images en date, c'est à Mariupol, au sud-est du pays. Vous allez voir cette image. On voit des chars russes qui tirent directement sur des immeubles résidentiels de cette ville assiégée depuis maintenant 3 jours, vous le voyez, ce sont les tirs des chars russes. Les civils sont directement ciblés, ça s'est passé hier. Et comme vous allez le voir, eh bien, les civils ont fui dans un hôpital tout proche. Alors on a choisi de ne pas vous montrer certaines images particulièrement violentes où l'on voit des blessés graves dans l'hôpital, des opérations sur certains blessés et des éclats d'obus retrouvés sur place. En tous les cas, selon une habitante, eh bien, 2 enfants au moins auraient été tués dans ces tirs de chars russes. Autres images, cette fois à Mykolaïev, à 500 km à l'ouest de Mariupol. Et vous allez le voir, les quartiers résidentiels, eh bien, il y a des explosions en plein cœur de ces quartiers. Là aussi, il semblerait que les Russes prennent pour cible directement les civils. Et sur cette autre image, eh bien, on voit les explosions en plein cœur de ce quartier, cette fois depuis un autre point de vue, des explosions qui ont donc eu lieu en plein cœur des habitations. Et puis à Kiev, dernières images, regardez ce grand nuage de fumée noire qui s'élève au-dessus de la banlieue ouest de la capitale. Ce sont des tirs de mortier qui ont eu lieu ce matin en périphérie de la ville. Il y a aussi eu un obus qui a touché un immeuble résidentiel. Et très vite, eh bien, les pompiers se sont rendus sur place pour éteindre l'incendie qui s'était déclaré juste après ces tirs. Merci beaucoup Justine. Alors Pascal Boniface, on l'a dit aussi, de nouvelles villes sont touchées ces derniers jours, à l'est, au sud, dans le centre du pays. Cela dit quoi pour vous de la stratégie actuellement de Vladimir Poutine? Il y a des questions terribles qui se posent. Faut-il craindre des bombardements comme en Syrie, comme en Tchétchénie? La Russie se dirige-t-elle vers une offensive longue et sanglante? Oui, ce n'est pas pour l'instant des bombardements comme en Syrie ou à Alep où on rase entièrement une ville. Les forces russes avancent lentement. Il y a des bombardements sur des installations civiles, sur des bâtiments civils, mais ce n'est pas le carpet bombing que l'on a vu dans d'autres guerres que la Russie a menées. Et donc c'est plutôt une guerre longue, sanglante, oui, parce que la Russie, les troupes russes avancent pas à pas, freinés par leur propre incapacité, leurs problèmes des logistiques qu'ils ont, freinés par la résistance des Ukrainiens, mais aussi freinés par la stratégie qu'ils ont adoptée et ne pas raser une ville pour la conquérir, mais essayer plutôt de l'encercler, d'affamer, de terroriser la population, de vider les villes de leur substance, parce que les gens fuient.
et donc de les vider au maximum pour rendre leur prise plus facile et leur contrôle plus facile par la suite. Mais donc on a vu Mariupol qui, pour le coup, est dévasté, Oui. rasé, en partie ravagé. Est-ce la preuve, selon vous, que Vladimir Poutine, acculé, est en train de renforcer, de durcir sa stratégie parce que celle qu'il avait mise en place, celle qu'il voulait, la fameuse guerre éclair, n'est pas du tout là? Alors, la guerre éclair n'est pas là et l'accueil vibrant des populations encore moins. Donc, effectivement, et par contre, la résistance est là. Donc, effectivement, par rapport à son plan initial qui était une victoire rapide et une pacification par la force de l'Ukraine, tout ceci a échoué. Et donc, effectivement, il est dans une guerre prolongée. Le ministre de la Défense avait, dès le 3e jour, constatant cet échec relatif, dit qu'ils allaient élargir la guerre. Ils l'élargissent effectivement en gagnant pas à pas et en s'en prenant de plus en plus aux civils. Mais pour l'instant, quand même, c'est pas tout à fait le déluge de bombes qu'on a vu dans d'autres occasions où l'armée russe s'est livrée, comme à Grozny notamment. On commence à dire, et ça commence à s'écrire, que l'armée russe serait même un peu embourbée. Est-ce qu'on en est là, vraiment? C'est ce niveau de difficulté-là que rencontre Vladimir Poutine actuellement aussi. En tous les cas, on voit que les équipements ne sont pas à la hauteur de ce que devrait être une armée qui a été modernisée. Ceci étant, il faut quand même rappeler les évidences. Le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars. Donc, c'est plus l'armée de l'Union soviétique, et elle-même, d'ailleurs, avait été en difficulté lorsqu'elle avait voulu envahir un pays. Donc, en fait, les équipements, Poutine a modernisé, effectivement, les missiles hypersoniques, mais ce n'est pas avec des missiles hypersoniques qu'on conquiert tout un pays. Il paraît qu'il y a des appelés qui manquent de ravitaillement, certains se parlent avec des talkie-walkie, donc ce n'est pas vraiment les bonnes liaisons. Donc on voit quand même que ce n'est pas une armée high-tech. Laure Mandeville, qui était avec nous sur ce plateau hier du Figaro, disait que selon ces informations, les Ukrainiens avaient même trouvé le moyen d'écouter les communications au sein de l'armée russe, parce qu'ils avaient des moyens de communication certes modernes, mais qu'ils n'utilisent pas de la bonne manière. En somme, je résume, ils utilisent des iPhones et les Ukrainiens peuvent entrer dans les communications. Effectivement, et donc ça prouve qu'il n'y a pas une infrastructure, une logistique tout à fait forte. Et puis il y a aussi le problème de morale des soldats qui ont été envoyés un peu à l'aveugle. Ils pensaient certainement à la propagande qu'on leur a inculquée. Ils pensaient effectivement être accueillis comme des libérateurs et dès le départ, ils sont accueillis comme des agresseurs. Et comme maintenant Poutine doit envoyer des conscrits, des appelés, eh bien, ceux-ci ne sont pas du tout préparés à cela. Alors, je vais vous poser la question, et je me permettrai de la poser à tous, mais est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui que Vladimir Poutine échoue dans son entreprise en Ukraine? Il a déjà échoué. Il a déjà échoué puisque son objectif, c'était de prendre le contrôle de l'Ukraine et de pouvoir imposer son ordre ou de mettre en place un gouvernement fantoche qui lui obéirait. C'est foutu. Et même maintenant, il voit très bien que même s'il progresse petit à petit et que peut-être dans la semaine, Kiev pourrait tomber, parce que là, l'armée ukrainienne est quand même au bout aussi de sa propre rupture. Mais une fois qu'il aura conquis Kiev, comment va-t-il tenir cette ville? Il va, dès le départ, être amené à perdre des soldats par la résistance interne des civils, les francs-tireurs, les snipers, etc. Donc, dès le départ, il a échoué parce qu'il ne pourra pas contrôler l'Ukraine. Il voulait contrôler l'Ukraine, ce n'est pas possible parce qu'il a fait une erreur de calcul monumentale sur ses propres forces, sur les forces ukrainiennes et sur la résistance des Ukrainiens au contrôle par la Russie.